Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Maëlys Swilol pour discuter des rythmes circadiens et de l'impact de l'exposition lumineuse sur notre bien-être. Ensemble nous allons découvrir comment utiliser l'exposition lumineuse pour recadrer ton horloge interne et améliorer ton sommeil, tes niveaux hormonaux, faciliter ta perte de poids, améliorer ton humeur, sortir d'un passage dépressif et bien plus encore. Tu l'auras compris, ton horloge interne régule presque l'entièreté de tes fonctions biologiques. Si tu dors mal, que tu souffres de dépression saisonnière ou que tu as l'impression de ne pas avoir d'énergie tout au long de ta journée, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre comment utiliser l'exposition lumineuse pour vaincre ta dépression, comment recadrer ton horloge interne, quelles sont les conséquences d'une horloge interne déphasée, comment ton exposition lumineuse le soir vient ruiner ton sommeil, comment utiliser la lumière pour améliorer ton bien-être, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras toute une série d'outils pratiques et efficaces pour réguler ton horloge interne et améliorer ton sommeil, ton humeur et ton énergie. Un deuxième épisode sortira la semaine prochaine, dans lequel nous verrons comment optimiser ton sommeil pour améliorer ton attention, ton énergie, ton humeur et ta neuroplasticité. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Merci encore pour ta curiosité. Et sans plus attendre, voici Maëlys Swilol. Bonjour Maëlys. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir faire ce podcast. Pour commencer, je te propose de te présenter, de nous dire sur quoi tu travailles. Déjà, merci beaucoup à toi. Je m'appelle Maëlys Souyol, je suis doctorante en neurosciences au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et je fais ma thèse sur les effets non visuels de la lumière. Je te propose de rentrer directement dans le sujet, puisque la lumière, c'est un petit peu lié. Du coup, on va aborder aujourd'hui les rythmes circadiens. Et donc, c'est un mot un peu compliqué. C'est pas clair tout de suite ce que c'est. Donc, je te propose de nous le définir et de nous dire quels sont les différents rythmes biologiques comme ça qui viennent réguler notre réveil, etc. Alors, un rythme circadien, c'est un cycle biologique d'une durée d'environ 24 heures et c'est notre horloge biologique principale, donc on appelle aussi le système circadien, qui est à l'origine de ce rythme. Cette horloge, elle régule de nombreux processus physiologiques et comportementaux. Donc on peut citer par exemple le rythme de veille-sommeil comme l'un des rythmes circadiens. Et il existe d'autres types de rythmes. Donc il y a des rythmes ultradiens avec des cycles plus courts que le cycle de 24 heures. Il y a des cycles qu'on appelle également infradiens qui sont plus longs que les 24 heures. Donc on a par exemple le cycle menstruel chez la femme. Et il y a des cycles ou des rythmes qu'on va appeler saisonniers ou circannuels. Et du coup, ce sont des cycles d'un an, souvent liés aux variations de la lumière et de température au gré des saisons. Donc, les principaux régulateurs de ces rythmes pour le circadien, ça va être la lumière, il me semble. Pour, je suppose, du coup, les saisons, tu viens de dire, c'était la lumière. Mais est-ce que pour tout ce qui est menstruel, etc., tout va dépendre un peu de la lumière, en fait, au final, ou est-ce que certains cycles vont dépendre d'autres choses que la lumière? Alors, on a 2 voies, on va dire, qui peuvent, réguler notre horloge. On va avoir un régulateur principal, qui est l'horloge biologique interne qui est située dans les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus, donc au cœur du cerveau. Et l'horloge a sa propre rythmicité endogène ou innée, donc ça va être par de l'expression des gènes et en moyenne, elle est de 24h15, chez les Français, donc ça peut être de 23h30 jusqu'à 24h30. Et en fait, cette horloge, il faut, pour certains, pour la majorité des Français, qu'elle soit remise à l'heure chaque jour. Et donc, du coup, on va avoir un synchroniseur principal qui, là, est la lumière, particulièrement la lumière naturelle du jour, qui est captée par certains photorécepteurs dans la rétine. Et il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, comme des petits synchroniseurs secondaires. On va avoir l'activité physique, par exemple, et on va aussi avoir les horaires de repas sur l'horloge hépatique. On va avoir les douches, la caféine, etc. Et donc, c'est surtout la régularité qui va bien permettre de synchroniser notre horloge. En gros, on a une horloge qui est légèrement décalée par rapport aux heures de la journée, généralement. Et donc, en fait, si on n'a pas quelque chose qui vient remettre à zéro tous les jours, à force, on va décaler. Donc, je suppose que les effets s'accumulent. Et donc, si c'est 24h15, au bout de 4 jours, on est décalé d'une heure et ainsi de suite. Exactement. Et est-ce que c'est ça qui peut expliquer que certaines personnes qui se lèvent tard et qui donc vont peut-être pas voir, on verra après plus tard comment la lumière du coup vient impacter surtout la lumière du matin pour recalibrer l'horloge. Mais du coup, est-ce que c'est ça qui peut expliquer que du coup, en fonction de notre exposition lumineuse, par exemple le soir ou quoi, on va juste mal recalibrer notre horloge et donc notre sommeil va peut-être être pris comme une sieste ou ainsi de suite. Enfin là, c'est vraiment dramatique, mais
Donc on va avoir nos décalages tout le long de la journée. C'est ça, si on n'a pas assez d'exposition à la lumière, surtout le matin, on va avoir tendance à se décaler au fur et à mesure. Et par exemple, j'aimerais bien citer le cas des aveugles parce que pour le coup, eux, ils ont pas forcément les petites cellules, qui leur permettent de capter l'intensité lumineuse et de se recaler. Et donc du coup, eux, ils ont que l'expression de leur gène et de leur horloge, innée ou interne. Et eux, du coup, ils sont ce qu'on appelle en libre cours et donc ils vont se décaler au fur et à mesure et c'est très compliqué, pour les aveugles qui n'ont pas ces photorécepteurs particuliers. Parce que les photorécepteurs, c'est les mêmes que ceux qui captent la vision consciente, c'est-à-dire les couleurs, enfin la vision qu'on voit consciemment, ou est-ce que c'est d'autres récepteurs qui vont juste essayer de chercher du coup l'intensité lumineuse pour savoir à peu près là où on se situe dans la journée? Alors justement non, ce ne sont pas les mêmes, photorécepteurs. Pour la vision, on a les cônes et les bâtonnets, on connaît, et en 2002, enfin dans les années 2000, on a découvert de nouvelles, cellules qui s'appellent les cellules à mélanopsine ou les cellules ganglionnaires, intrinsèquement photosensibles pour le nom, complet. Mais, les cellules à mélanopsine, ça convient très bien et ce sont elles qui sont responsables de capter donc l'intensité lumineuse et le spectre de la lumière à laquelle on est exposé et ce sont elles, en fait, qui vont aller à la fois avec des projections directes sur plein d'aires, du cerveau, leur donner les informations, de l'intensité et du spectre et à la fois sur nos noyaux suprachiasmatiques pour venir vraiment synchroniser, nos mécanismes, moléculaires de l'horloge. Et donc on peut avoir des aveugles qui n'ont pas la vision consciente, mais qui vont avoir encore ces photorécepteurs et qui du coup en fait vont avoir tout intérêt à aller chercher de la lumière ironiquement le matin, même s'ils peuvent pas la voir comme ça quoi. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Parce que sans lumière, on peut pas réguler nos rythmes, comme tu disais, avec la caféine ou avec la régulation de l'activité physique, si on ou avec les repas, par exemple. Parce que souvent, on entend dire que si on prend, je sais pas, nos repas toujours à la même heure, ça régule nos rythmes. Mais du coup, c'est vraiment la lumière qui va être le majeur. Et s'il n'y a pas la lumière, ça reste difficile de réguler, même avec d'autres moyens. Oui, sans la lumière, ça reste extrêmement compliqué. Pour les aveugles, il y a la mélatonine qui marche, plus ou moins suivant les cas et suivant les variations, interindividuelles. Parce que vraiment la lumière, c'est vraiment le mécanisme et le synchroniseur principal. Après pour ce qui va être de l'alimentation, ça agit plutôt au niveau de ce qu'on appelle les horloges périphériques. Parce qu'on a donc l'horloge centrale dans l'hypothalamus, dans le cerveau et on a tout un tas d'horloges périphériques, donc dans l'ensemble du corps, dans nos organes. On a des toutes petites horloges, dans la peau, dans le foie, dans voilà, dans les reins et donc par exemple, quand on prend, nos repas à la même heure ou en heure décalée, on va plus ou moins synchroniser notre horloge hépatique et donc là, ce qui va être important, c'est le lien horloge centrale, horloge périphérique et il faut également que tout ça soit bien synchronisé. Donc ça va aider mais ça peut pas du tout, être les régulateurs et les synchroniseurs principaux. Et donc, si on définit notre journée en trois parties avec le matin, enfin quatre parties du coup plutôt, le matin avec du coup le lever du soleil et les variations de lumière, orangé, bleu. Ensuite, on va prendre une deuxième partie de notre journée, par exemple la journée entière, enfin le moment où le soleil est suffisamment haut et donc on a une lumière blanche. Et après l'aube, enfin oui avec le soleil qui, enfin le crépuscule c'est pas l'aube en plus, avec le soleil qui se couche. Et ensuite la nuit, est-ce que en faisant partie par partie, tu pourrais nous dire comment est-ce que la lumière vient influencer du coup ces processus, enfin et quels seraient peut-être les protocoles qu'on devrait en tirer, par exemple qu'est-ce qu'on devrait faire le matin pour démarrer notre horloge correctement, quels sont les effets de la lumière du coup au milieu de journée et ainsi de suite? Alors, ce qu'il faut enfin, pour aborder cette question, on va dire, il faut rester le plus proche de notre ancien mode de fonctionnement parce que là, on est dans une ère, assez moderne, on a beaucoup de technologies et cetera et cetera. Mais notre cerveau, il est encore, on va dire, calibré et organisé de telle façon à ce qu'on soit encore, dans des grottes à se fier au rythme naturel, jour-nuit classique, sans, toutes les LED, qu'on a, partout. Et donc du coup, pour reprendre ça, quand on a le matin, le soleil se lève et cetera, il a une lumière au début plutôt douce, mais qui est quand même, assez forte, au fur et à mesure de la journée et toute la journée, y compris le matin, on a une lumière qui est fortement enrichie en bleu. Parce que quand on parle de lumière blanche, en fait, c'est qu'on a le spectre de la lumière donc visible et on a un peu l'arc-en-ciel. Si on reprend l'image du prisme, avec la décomposition des couleurs, on a vraiment l'arc-en-ciel et dans la lumière naturelle, on a une grosse partie de lumière bleue avec toutes les autres, lumières
Et la lumière bleue, c'est la lumière principale qui va venir synchroniser notre horloge parce que nos photorécepteurs, dont on a déjà parlé, donc les cellules à mélanopsine, elles sont particulièrement sensibles aux longueurs d'onde bleues. Donc c'est pour ça aussi qu'on entend beaucoup parler de lumière bleue dans ce domaine, dans le domaine du sommeil, etc. Mais il faut bien recalibrer les choses dans le sens où, pendant la journée, donc pendant que le soleil est là, la lumière bleue ou l'exposition à la lumière va avoir un effet positif. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet éveillant de la lumière, et là, c'est très bien de s'exposer à la lumière, surtout naturelle, il faut s'y exposer le plus possible, parce que la lumière qu'on a dans les bureaux, ici par exemple, pour avoir un ordre d'idée, on est entre 300 à 600 lux dans les bureaux. Le lux, c'est la mesure de la lumière, et pour avoir un ordre d'idée, dans la lumière naturelle, quand on est exposé pendant la journée, on peut avoir jusqu'à 50 000 à 100 000 lux. Quand on est, par exemple, l'été sur la plage, on a 100 000 lux. On se rend bien compte que c'est bien différent en ordre d'idée que les 300 à 600 lux qu'on a pendant la journée dans les bureaux. Donc la lumière naturelle, elle est hyper importante parce que c'est une intensité vraiment d'une autre grandeur. Et pour avoir un référentiel, la lune, la lumière de la lune, c'est 0,5 à 1 lux. Donc dans les bureaux, on se rapproche beaucoup plus d'un truc qui ressemble à de l'obscurité plutôt qu'à de la lumière naturelle qu'on aurait normalement. Donc pour la journée, en résumé, c'est super bien de s'exposer surtout à la lumière naturelle dès qu'on peut. Et par contre, le soir, quand le soleil se couche, eh bien, il faut avoir tendance à réduire aussi notre lumière, donc à s'adapter au comme le soleil. Et donc là, du coup, couper les lumières et surtout les lumières LED qui sont, elles, enrichies en bleu. Et quand le soleil se couche, on est plus censé avoir de la lumière, et donc là, pareil, réduire nos lumières des écrans, mettre des filtres, anti-lumière bleue, et cetera, et cetera. Pourquoi est-ce que justement le soir, on va chercher à venir réduire autant alors que, comme tu dis, les 600 lux, ça se rapproche beaucoup plus de l'obscurité, enfin, par rapport à ce qu'il y a dehors. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce que quelque chose qui est aussi inefficace sur nos récepteurs la journée, pourquoi est-ce qu'il serait aussi efficace à l'inverse le soir pour les déclencher? Parce qu'en fait, on a une, courbe de sensibilité à la lumière. Donc ça, c'est un papier, extrêmement connu, un article CALSA 2003. En fait, le matin, surtout, on va être, extrêmement propice à bien recevoir de la lumière et à être très sensible à cette lumière. L'après-midi, un peu moins, et le soir, on va être de nouveau très sensible à cette lumière, et là, par contre, très peu de lux, donc très peu d'intensité lumineuse, va avoir toujours beaucoup d'effets éveillants. Et le soir, eh bien, ça va être le moment où on va chercher à aller se mettre dans un rythme de sommeil, de baisser sa vigilance, et cetera, pour chercher l'endormissement. Et si on a trop de lumière, on va décaler notre horloge. C'est-à-dire que pour notre horloge, on va encore être dans une situation où on cherche à rester éveillé, et on va avoir, on va avoir le décalage de l'horloge et on va avoir l'effet éveillant qui va retarder notre endormissement. Mmh. Donc c'est un peu comme si on prolongeait, qu'on disait à notre corps: «Non, non, il fait pas encore nuit dehors, là tu en avance». C'est-à-dire qu'en fait, le fait de voir la lumière tard, ironiquement, ça dit à notre horloge qu'on est en avance et du coup, elle vient, décaler plus tard dans le temps son cycle. Elle vient juste retarder ce qui devait se passer après. On pourrait dire comme ça, ouais. OK. Et donc, c'est à partir de quelle heure qu'il faudrait commencer à regarder les lumières? Est-ce que c'est, quand juste on se cale sur ce qui se passe dehors? C'est-à-dire que quand le soleil se couche, si c'est en hiver, c'est 17 heures et à partir de là, faut faire gaffe? Est-ce que c'est 2 heures avant d'aller dormir et c'est juste une constante, peu importe, le temps qu'il y a dehors? Enfin, comment est-ce que quelqu'un va juste essayer de réguler un peu, son exposition? Alors là, c'est une question, un peu compliquée parce que ça dépend, beaucoup des individus et de leur chronotype, c'est-à-dire de leur horloge interne. Il va y avoir plutôt des couche-tôt, lève-tôt. Souvent, eux, c'est majoritairement, ils ont une horloge, on va dire, de vers 23h30, donc ils sont plutôt en avance. Et on va avoir des chronotypes plus tardifs, donc des couche-tard, lève-tard. Et eux, du coup, leur horloge a tendance à être plutôt plus longue. Donc, ils vont plus avoir des horloges de 24h30, par exemple. Et donc, majoritairement, ça va être beaucoup plus compliqué si on dit à un couche-tard, lève-tard à 17h de dire ben, tu vois plus de lumière, etc. Parce que ça va lui faire longtemps à être dans l'obscurité et à attendre le sommeil, qui pour lui va arriver beaucoup plus tard. Donc souvent, on parle des 2 heures avant l'endormissement, peu importe entre guillemets à quelle heure il est, mais souvent on parle des 2 heures avant l'endormissement où on commence à faire vraiment attention aux écrans, à ne pas s'exposer ou le moins possible, et à faire des activités calmes, à se mettre dans un rythme où, OK, on va être dans le sommeil.
Donc je dirais qu'il faut le suivre le plus possible ce qui se passe, naturellement dans l'environnement, mais à défaut, pour ceux pour qui ça va être vraiment compliqué, parce que c'est des conseils qui sont pas souvent, applicables dans la vraie vie, eh bien, on va parler plutôt des 2 heures. Comment est-ce que quelqu'un pourrait savoir son chronotype de si justement il est plutôt tôt, c'est-à-dire plutôt sur des cycles de 23h30 ou 24 heures, ou sur l'autre moitié justement s'il est plutôt un chronotype tard? Il y a plusieurs, indices qui peuvent nous aider à trouver notre chronotype. Par exemple, en vacances, quand on n'a, pas de réveil, les gens qui vont avoir tendance à se lever naturellement très tôt et à se coucher très tôt, du coup, eux, ils seront plus un chronotype donc couche tôt, lève tôt et à l'inverse, ceux qui ont tendance à faire durer, le plaisir jusqu'au bout de la nuit, on va plutôt être sur des couche tard, lève tard et il y a des tests aussi qu'on utilise nous en laboratoire. On utilise par exemple le test de Horne-Heusberg, donc là, c'est un questionnaire où on répond aux questions et à la fin, on nous donne, un score et ça nous dit plutôt si on est, couche tôt, lève tôt, couche tard, lève tard, plutôt intermédiaire ou plutôt à l'extrême et cetera. Donc c'est des tests qu'on peut aussi, trouver sur internet si jamais, les auditeurs, veulent faire le test de Horne-Heusberg, Ouais, je le mettrai en description, je vais essayer de trouver le lien. ça marche. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? C'est-à-dire, parce que là, on voit qu'il y a une différence de une demi-heure à 1 heure dans le cycle, mais pour autant, on voit qu'il y a des gens qui vont se coucher à 21 heures et préférer se lever, je sais pas, à 5 heures du matin ou à 22 heures et autour de 6 heures du matin, et d'autres qui vont, de l'autre côté, aller de 2 heures du matin à 10 heures. Et là, on a une différence qui est de beaucoup plus qu'1 heure. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et est-ce qu'il y a il y a une limite dans l'heure de coucher où, après cette heure-là, peu importe qu'on soit couche tard ou pas, ça devient pathologique par rapport à la lumière? C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, 3 heures du matin, ou est-ce que peu importe le rythme qu'on met, tant qu'au réveil, on voit la lumière, ça régule Alors, je vais commencer par la deuxième partie de ta question. Pour les couches tard, lève tard, ça va être beaucoup plus difficile de se synchroniser et on voit que, majoritairement, c'est eux qui ont le plus de risques par rapport à la non-exposition à la lumière. Parce que comme tu l'as très bien souligné, du coup, ils sont un peu en décalage par rapport à la lumière. Donc eux, c'est ceux qui ont le plus de difficultés à se synchroniser. Ce sont souvent eux qui ont le plus de troubles du sommeil, du coup. Ce sont eux qui ont souvent, enfin, le plus de troubles liés à la non-exposition à la lumière, à la désynchronisation des rythmes et cetera. Parce que du coup, naturellement, comme tu l'as dit, ils sont moins bien exposés à la lumière ou moins souvent et de manière moins longue et du coup, entre-temps, j'ai oublié la première partie de ta question. C'était comment ça se fait qu'avec un décalage d'horloge de seulement une demi-heure ou d'1 heure, on arrive à avoir des gens qui vont se coucher de 21 heures, 5 heures du matin ou 22 heures, 6 heures du matin à peu près, à des gens qui vont être à 3 heures, 3 heures, 10 heures du matin justement, ou 3 heures, 11 heures du matin. Comment ça se fait que avec si peu de décalage, on a des phénotypes aussi décalés? Donc est-ce que c'est juste c'est ça, ou est-ce que c'est d'autres influences donc sociales ou juste des mauvaises habitudes qui font ça? Dans les rythmes, il y a beaucoup d'influences. Il y a donc l'horloge interne dont on a parlé. Là, il y a beaucoup de variabilité interindividuelle, même si majoritairement sur la moyenne nationale, on a une variabilité d'1 heure, il peut y avoir un peu plus. Et surtout, cette variabilité, c'est le cycle qu'on met. Donc si quelqu'un, chaque jour, a son cycle de 23h30 ou 24 heures, si lui-même est entre 21 heures et 5 heures, il restera entre 21 heures et 5 heures. Je ne sais pas si, c'est compréhensible, mais Ouais, il sera 21 heures plus ou moins une demi-heure et voilà, ouais, OK. c'est ça et du coup, lui, il sera sur cette heure-là. Quelqu'un qui va être également de 23h30, il va être, par exemple, entre 23 heures et 7 heures. Et ça, c'est les différents phénotypes d'habitude ou ça peut être de l'apprentissage aussi. Ça peut être les rythmes qui sont imposés dès l'enfance et qu'on garde plus ou moins stables. Ça peut être des préférences sociales. Il y a des gens qui ont des obligations de se lever ou d'aller au travail à 7 heures, à 8 heures et donc du coup, naturellement, ils vont essayer de décaler leur horloge pour coller à leur rythme. Il y a les travailleurs de nuit aussi, qu'il faut pas oublier et qui du coup peuvent avoir des rythmes extrêmement différents par rapport, aux autres personnes. Il y a vraiment beaucoup de variabilité interindividuelle, aussi bien à cause de l'environnement social, de travail et cetera et aussi bien en fonction de leurs préférences, eux. Il y a eu, pendant quelques années, enfin, je trouve qu'en ce moment ça se calme un peu, mais il y a eu le Miracle Morning où du coup les gens cherchaient à se lever extrêmement tôt pour avoir du temps, pour soi le matin et cetera. C'est une idée qui a beaucoup, prospéré dans ces dernières années et du coup, il y a des gens qui se sont aussi décalés, pour profiter de ces influences, mais ça correspondait pas à tout le monde. Il y a des gens qui arrivaient pas du tout parce que du coup,
Si on demande à un couche-tard lève-tard de dire, bah, lève-toi à 5 heures du matin pour, bien démarrer ta journée, lire et cetera, bah, ça va pas du tout lui convenir. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de variabilité interindividuelle et il y a des gens qui, par exemple, pendant la semaine, vont essayer de coller sur leur rythme du travail, donc ils doivent être, au travail à 7 heures, à 8 heures, et cetera. Et pendant le week-end, ils vont retrouver leur rythme naturel ou alors ils vont essayer de compenser. Donc ils vont se lever beaucoup plus tard, ils vont se coucher beaucoup plus tard et ça crée ce qu'on appelle un jet lag social. Et donc, c'est quoi le jet lag social et c'est quoi un peu les conséquences que ça peut avoir sur les rythmes circadiens du coup? Alors, le jet lag social, il est caractérisé quand on a un décalage de plus de enfin, de égal ou plus de 2 heures entre notre rythme de la semaine et de notre rythme du week-end. Et du coup, techniquement, on va chercher à retourner, au naturel pendant le week-end et à compenser si on a une dette de sommeil pendant la semaine. Sauf que du coup, ça va nous décaler pour la semaine à venir. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Si on accumule de la dette de sommeil, on va essayer de la récupérer pendant le week-end. On va modifier notre rythme de sommeil, nos heures de coucher et de lever, donc modifier nos rythmes, naturels et donc du coup, ça va encore créer de la dette de sommeil sur la semaine d'après. Donc très néfaste. Par contre, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à saisir, c'est que le fait qu'on soit couche-tard ou couche-tôt comme phénotype, j'ai du mal à voir le lien du coup avec l'horloge, le décalage, puisque j'ai l'impression que si on décide une heure et qu'on s'y tient, on va réguler notre horloge dessus avec juste le décalage de plus ou moins une demi-heure. Et du coup, j'ai du mal à voir comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à se coucher à 10 heures ou à 9 heures, par exemple, et qui vont préférer se coucher, par exemple, je sais pas, à minuit ou 2 heures du matin, alors que s'ils prennent, j'ai l'impression que s'ils prennent juste, bah, si on régule leur horloge, c'est-à-dire que s'ils se couchent suffisamment de temps à 10 heures et qu'ils se lèvent à force, ils vont prendre ce rythme-là. Donc j'ai du mal à voir ce qui manque dans l'équation. Et ben, tout simplement, c'est la variabilité interindividuelle. Je pense que je pourrais que le résumer comme ça et il y a énormément de facteurs, internes, on va dire, qui modifient si, on est, plutôt, couche-tard lève-tard ou plutôt couche-tôt lève-tôt et par exemple, pour les travailleurs de nuit, il y a pas tout le monde qui peut, être travailleur de nuit. C'est un rythme extrêmement particulier. Il y a des gens qui s'adapteront jamais au travail de nuit, qui vont avoir extrêmement, d'effets, néfastes. Ils vont avoir beaucoup de problèmes, enfin, tous les effets du travail de nuit, beaucoup de problèmes cardiovasculaires, de l'obésité, c'est un facteur, voilà, déclenchant. Enfin, voilà, ils vont avoir, vraiment le package, des effets néfastes du travail de nuit ou du travail posté. Alors que d'autres et on l'explique pas encore extrêmement bien pourquoi, la recherche est encore en cours là-dessus. Ils vont s'adapter plutôt facilement et ils vont avoir beaucoup moins, d'effets néfastes du travail de nuit au travail posté. Donc voilà, on est encore en cours, de recherche pour savoir, quels sont les mécanismes qui sous-tendent ces différences. Est-ce qu'il y a une heure limite, par exemple, dans le soir, peu importe le phénotype, même si on prend des phénotypes qui vont aller assez tard, par exemple? Parce que je suppose que plus on va veiller tard, plus forcément on va avoir de la lumière tard. Est-ce qu'il y a un moment où l'exposition lumineuse va, par exemple, je sais pas, tellement impacter la production de mélatonine que même pour quelqu'un qui a un couche tard, à ce moment-là, là, c'est trop tard, fallait aller au lit avant. Et aussi, est-ce qu'il y a une conséquence sur l'heure de réveil au matin, puisque est-ce que c'est important de voir le soleil, enfin la lumière, tant qu'elle est encore un peu dans ses gradients orange-bleu, ou est-ce que même si on se réveille et que le soleil est bien haut à 11 heures ou à midi, à ce moment-là, c'est pas grave, ce qui compte, c'est vraiment juste la pure intensité lumineuse pour réguler du coup. Alors du coup, ce qui compte, pour réguler, il y a à la fois donc l'intensité lumineuse, plus elle est grande, plus ça a un fort effet. Il y a le spectre, plus c'est enrichi en bleu, plus ça a de l'impact et il y a d'autres, systèmes, comme, notre, historique à l'exposition lumineuse. Il y a aussi la durée d'exposition et la manière dont c'est exposé, c'est-à-dire que si c'est en flash, ça aura pas le même effet qu'une exposition continue. Donc tout ça, ça a une influence et pour répondre à ta question, j'ai vu le cas il y a pas longtemps de quelqu'un qui a porté, un actimètre, donc on voit, l'activité, motrice et cetera et on peut un peu suivre les rythmes de sommeil et c'est quelqu'un qui a pas des rythmes, extrêmement stables de sommeil et en fait, elle, c'est une couche tard, lève tard, dans l'âme, on va dire, depuis, toujours et en ce moment, elle a des gros soucis de sommeil parce que du coup, elle est tellement allée sur du couche tard, lève tard qu'elle se couchait des fois vers, 3-4 heures du matin et en fait, c'était trop tard et elle avait beau du coup se réveiller, ben, vers, 12:00, 11:00, 13:00, 14:00. Il y a des fois où du coup, elle faisait des insomnies parce que c'était
trop tard et après elle allait tellement être décalée sur la journée que du coup son corps, «bloquait» entre guillemets et du coup elle arrivait même pas à dormir. Donc elle faisait une sieste pour compenser pendant la journée et après elle était complètement, déphasée sur la semaine. C'était super compliqué pour elle. Donc il y a des fois, oui, je pense que ça peut arriver ou j'ai pas encore assez d'expérience, pour exactement répondre à cette question, mais je pense que ça peut arriver où du coup, on rate le moment où on est censé aller se coucher et après c'est trop tard et après ça part en insomnie et souvent c'est des gens qui ont beaucoup de troubles du sommeil. Et le matin, combien de temps du coup est-ce que c'est recommandé d'aller, prendre la lumière? Est-ce que 5 minutes suffisent? Si c'est grand soleil? Est-ce que si c'est nuageux, va falloir rester un petit peu plus longtemps? Quand c'est nuageux, on a déjà entre 10 000 à 20 000 lux de lumière, donc c'est déjà, globalement largement suffisant si c'est de la lumière naturelle. Et par contre, les recommandations qu'on a, c'est une demi heure. Dès le réveil, on peut s'exposer, à une demi heure. Après, plus on s'expose, mieux c'est. Mais j'ai envie de dire, au plus on va chercher l'exposition lumineuse et au plus c'est l'exposition, lumineuse naturelle, au mieux c'est. C'est souvent difficile quand on dit aux gens, OK, dès le réveil, vous faites ça pendant tant de temps et cetera et cetera. On a beau donner des recommandations, qui sont basées sur les recherches actuelles. Souvent, les gens voient ça comme une contrainte et comme quelque chose de difficile à atteindre parce que ça colle pas forcément avec leur rythme de vie. Du coup, au mieux, c'est, dès le réveil, 30 minutes de lumière, naturelle, on sera déjà, vraiment pas mal et bah, pour qui c'est pas possible, le plus de lumière naturelle, le mieux c'est. Et est-ce que ça peut être au travers d'une fenêtre ou, avec des lunettes de soleil ou l'important c'est vraiment d'avoir le moins de d'écran entre guillemets, entre la lumière et les yeux? Alors oui, le mieux, c'est d'avoir le moins de filtres puisque les vitres, agissent comme des filtres de certains rayons. On a les UVA, les UVB et cetera. Et donc le mieux, c'est d'être vraiment, dehors. Mais si on n'a pas la possibilité, derrière une fenêtre, c'est déjà pas mal. Et sinon, si vraiment on est dans des pièces, très sombres et que parce qu'on est au travail ou parce qu'on est, chez soi dans un environnement qu'on ne peut pas forcément modifier, on a des lampes de luminothérapie qui peuvent, vraiment, très bien faire le travail. Elles peuvent être prescrites par le médecin si on a des troubles du sommeil ou des troubles du rythme circadien. Donc voilà, c'est des lampes qui marchent très bien. On les met, devant soi et on est exposé, c'est des lampes, assez puissantes donc au niveau d'intensité, ça c'est déjà vraiment très bien. Oui, c'est les lampes à 10 000 lux, non, c'est ça, les gros pavés blancs? Ouais. Et donc, combien de temps est-ce que ça met pour quelqu'un pour recalibrer un rythme circadien? Parce que tu parlais de jet lag social, donc ça veut dire que les 2 jours de week-end suffisaient déjà à faire un changement. Mais je peux imaginer aussi quelqu'un qui va voyager, par exemple, qui va aux États-Unis ou quoi que ce soit et qui, du coup, décale dans un vrai jet lag, pur, en termes d'heures. Combien de temps est-ce que ça met pour, recalibrer un nouveau rythme, pour, reprendre, Alors là encore, ça dépend des gens et ça dépend, de l'ampleur, on va dire, de la désynchronisation et de la rigueur des mesures qui sont prises. C'est-à-dire que le week-end, ça peut servir à, si on le fait, de manière correcte et cetera, on peut un peu mieux réguler notre rythme, un peu récupérer de notre dette de sommeil, même si ça peut ne pas être suffisant suivant du coup l'ampleur, de la dette de sommeil et du décalage. Et pour un décalage horaire après un voyage transméridien, on compte généralement un jour par fuseau horaire traversé pour une resynchronisation complète. Parfois plus vite vers l'ouest que vers l'est, mais ça reste, très variable, d'un individu à l'autre. Et pour les perturbations, chroniques, donc par exemple quand on fait du travail posté ou du travail de nuit, la resynchronisation peut être, plus longue ou difficile, voire incomplète, tant qu'on est, perturbé et il y a des fois ça désynchronise tellement les gens, ce travail posté ou ce travail de nuit, que eux, ils vont en garder des séquelles pour, toujours. C'est-à-dire que ça leur a complètement, modifié, leur horloge et leur rythme interne et donc si on a des troubles qui persistent parce qu'on a, voyagé, parce qu'on fait du travail posté et cetera, il faut pas hésiter à en parler à son médecin, trouver, d'autres mécanismes ou d'autres façons, pour les aider. Mais voilà, je dirais que la «constance» entre guillemets, c'est la clé, donc d'avoir, des rythmes, de sommeil, donc de rythme de réveil et d'aller au dodo extrêmement, réguliers, d'exposition, de repas et cetera. L'organisme aime vraiment, la constance, la régularité et que chaque chose soit à la même heure chaque jour. Ça, c'est vraiment,
qu'il adore. Quelles sont les fonctions physiologiques qui sont régulées par ces rythmes? On a vu le sommeil, tu as parlé des repas, mais qui faisaient aussi leur propre rythme. Et donc, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que ces rythmes viennent faire concrètement dans le corps? Qu'est-ce qui permettent de déclencher en fonction des périodes de la journée? Qu'est-ce qui dépend dessus? Alors, j'aurais envie de prendre la question dans l'autre sens, ce serait plutôt de savoir ce que les rythmes ne régulent pas ou de ce qui ne dépend pas des rythmes, puisque du coup, les rythmes circadiens orchestrent donc les cycles de veille-sommeil, la température corporelle, la sécrétion hormonale, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, les fonctions cognitives, donc la vigilance, la mémoire, la concentration, le métabolisme avec la digestion, la régulation de la glycémie, l'humeur, les performances physiques, la division cellulaire, le système immunitaire, la réparation tissulaire. Donc oui, la question, ce serait plutôt de savoir les ne régule pas. Bah, du coup, bon, bah, on va en cibler un par un. Comment est-ce que la lumière, elle vient? Tu as parlé de l'humeur et on a cette chose un petit peu où quand on voit l'été arriver, ou quand on est dehors l'après-midi, et cetera, si on prend la lumière, en tout cas moi personnellement, j'ai l'impression que ça augmente un peu mon humeur, que ça me rend de meilleure humeur. Je suppose que ça pourrait peut-être expliquer dans l'autre sens, les dépressions saisonnières. Comment est-ce que du coup la lumière vient affecter vraiment au niveau de notre humeur? Pour la dépression saisonnière, du coup, c'est vrai qu'en hiver, on a une moyenne d'exposition de 8 heures par jour à la lumière, alors qu'en été, ça peut aller jusqu'à 16 heures. Donc on voit qu'on a beaucoup moins de lumière. En plus, souvent, enfin, au niveau de la durée, en plus, souvent, il fait pas très beau ou le soleil est assez caché. Donc globalement, on a moins d'intensité lumineuse, donc sur moins longtemps. Et en plus, vu qu'il fait froid, les gens ont tendance à plus être dedans dans un environnement clos et confiné. Donc on est encore moins exposé à la lumière qu'on pourrait avoir. Et c'est vrai que du coup, on observe la dépression saisonnière ou le blues hivernal. Il y en a pour qui c'est vraiment un vrai sujet, c'est-à-dire qu'ils vont être vraiment, vraiment impactés. C'est vraiment des vrais symptômes de dépression. Et donc là, un mécanisme qui peut contrebalancer, ça va être la luminothérapie, qui pour le coup est très efficace pour contrecarrer la dépression saisonnière. Et de manière plus biologique, à la fois donc la lumière agit sur notre rythme interne, donc c'est vrai que plus on va être exposé, mieux on va être synchronisé. Donc en hiver, on est moins synchronisé, on a plus de troubles du sommeil. Et on a aussi des facteurs directs, où la lumière directement va aller sur les aires du cerveau qui contrôlent la vigilance, etc. Et donc on va être plus éveillé, on va avoir cette sensation où on peut être plus efficace, on va avoir une meilleure mémorisation, tout simplement parce qu'on va être mieux éveillé, plus attentif, et la lumière a cet effet-là naturel. Et est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que, par exemple, quand on travaille vraiment en intérieur qui, du coup, a une intensité qui est plutôt basse, pour peu qu'il y ait pas forcément de lumière extérieure qui puisse aller jusque dans la pièce, est-ce que ça peut expliquer pourquoi est-ce que parfois on va s'endormir justement? Donc, je pense peut-être par exemple dans les amphis, dans les choses comme ça où, souvent c'est vraiment éclairé juste de l'intérieur, il y a pas forcément de fenêtre. Est-ce que ça vient jouer justement où c'est à l'inverse, le corps voit que d'un coup il y a moins de lumière vu que l'intensité elle est vraiment basse et il se dit: «Hop, petite pause», Et bah, du coup, oui, on perd ces effets éveillants de la lumière. Par exemple, en amphi, bah, comme tu l'as très bien cité, c'est très peu éclairé. En plus, maintenant, vu que les profs projettent des diaporamas, des fois, ils coupent totalement la lumière de la pièce. Donc là, les élèves sont plongés dans le noir quasiment avec juste bah, le diapo en face d'eux. C'est très compliqué de rester éveillé. Parce que vraiment, du coup, comme on l'a dit, la lumière a cet effet éveillant. Elle booste la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Vraiment, ça a un effet éveillant. Et donc, quand on l'a plus, eh bien, on a une baisse de vigilance, de concentration et ça va être très compliqué. Donc, je pense que dans les amphis, il faudrait peut-être réfléchir à changer les expositions lumineuses pour que les élèves puissent avoir une meilleure concentration. Et j'aime bien cet exemple, mais ça sort un peu du cadre des amphis, mais il y a un article qui a été publié par l'équipe où ils ont regardé la base Concordia. Donc là, c'est vraiment au pôle sud, donc rien à voir avec les amphis de prime abord, mais ils ont changé les ampoules dans les lieux de vie. Donc les néons, ils ont changé l'exposition lumineuse toutes les 2 semaines. Pendant plusieurs semaines, ils ont fait ça. Ils ont juste alterné et changé les néons, les ampoules, avec des lumières enrichies en bleu d'une intensité correcte et d'autres ampoules assez normales, enfin ce qu'ils avaient de base sur la base polaire. Et ils ont vu une nette amélioration des performances de l'apprentissage, des capacités de concentration, etc.
et donc des fois juste changer notre éclairage, ça peut totalement modifier notre humeur, notre concentration, notre mémorisation et tout simplement nos capacités, cognitives, nos performances physiques. Ça a vraiment un énorme impact juste, par ce petit geste. Justement, est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, comment est-ce que l'heure des repas vient influencer, l'éveil et cetera? Parce que bon, il y a le classique de si on mange beaucoup de pâtes ou, n'importe, beaucoup de glucose, on va avoir un petit pic glycémique derrière donc, qui va nous, mettre un petit peu, un petit peu dans la fatigue. Mais est-ce que, l'heure des repas a une importance dans, est-ce que, par exemple, quelqu'un ferait mieux de pas déjeuner le matin si, s'il a besoin d'être très concentré? Ou est-ce que ça a pas forcément d'importance? Ou à l'inverse, est-ce qu'il devrait déjeuner pour, parce que ça permet d'augmenter l'éveil? Et pareil pour l'exercice physique, quand est-ce que quelqu'un devrait le positionner? Est-ce que c'est plus une question de lui par rapport à son rythme, quand est-ce qu'il va être le plus éveillé, donc le positionner à ce moment-là? Et pareil, je pense sur le sommeil, comment est-ce que l'exercice et l'heure des repas peut influencer, la qualité du sommeil après dans la nuit? Alors ça fait beaucoup de questions, en une, Ouais, mais on reviendra si tu veux au fur et à mesure. tout d'abord, sur, l'heure de la prise des repas, d'abord le petit déj, c'est quand même très important. Ça marque un peu le début de la journée et donc du coup, c'est un mécanisme assez fort pour dire à notre cerveau: «OK, là, on commence la journée, on prend le petit déj». Aussi, on a eu une période de jeûne assez intense et vu que le corps, va se remettre en route, bah, il faut qu'il ait quand même, quelque chose à se mettre sous la dent et des ressources pour. Donc déjà ça, par contre, plutôt sur la prise des repas le soir, on sait que des prises, de repas à horaires irréguliers ou tardifs, eh bien, ça peut, déréguler à la fois notre horloge et quand on mange, trop lourd ou trop tard ou trop proche du moment du sommeil, eh bien, on va voir perturber notre sommeil parce on va commencer à s'endormir et cetera. On va être encore en train de digérer donc c'est beaucoup d'efforts, à ce moment-là pour le corps pour s'endormir de manière tranquille et on a un rapport aussi de l'ANSES en 2024 qui dit que les repas dans les 2 heures avant le coucher est associé à plus de prise de poids et de troubles cardio-métaboliques et de cancer. Donc on voit bien que, l'horaire de prise de repas a quand même, des impacts, sur notre santé et pendant la journée, je dirais qu'il faut être, encore une fois le plus régulier possible parce que du coup, on va avoir cet effet où si on prend nos repas pardon, à des horaires réguliers, eh bien, on va venir, synchroniser les horloges périphériques, dont je parlais tout à l'heure. Donc on va avoir les horloges, du foie, du pancréas et cetera, qui régulent, le métabolisme et quand on est bien régulé, bien synchronisé, qu'on a nos repas, tous les jours à la même heure, eh bien, notre corps, quand on va manger, il est prêt. Si tu veux, il y a des mécanismes qui se mettent en place où, il est déjà prêt à accueillir, ce qu'on va manger. Il va être beaucoup plus efficace au niveau du métabolisme. Oui, c'est un peu comme s'il avait préparé d'avance la digestion et du coup, OK. Et je sais que c'est un peu difficile d'établir des règles comme ça un peu générales, mais l'idée ce serait quoi? Ce serait d'avoir ces repas dans vraiment au quart d'heure près ou est-ce qu'il y a une petite marge d'erreur d'1 heure où, en gros on a bah, tu vois ce que je veux dire? Ou bah, si on a un peu un intervalle pour prendre les repas toujours vers la même heure? Alors, plus ça va être régulier, mieux c'est. Nous, ce qu'on enfin, la mesure à laquelle je pourrais le plus me rapprocher, c'est que quand on fait des protocoles expérimentaux et qu'on veut que les gens, arrivent avec un rythme, bien synchronisé et cetera, on tolère des marges d'erreur de 1/2 heure. Donc je dirais que, la demi-heure, ce serait le max de la marge d'erreur. Quelles sont les pathologies du coup qui peuvent être associées avec un dérèglement des rythmes circadiens? Tu as parlé pour les gens qui travaillaient la nuit et qui du coup, avaient un rythme potentiellement déréglé, tu avais parlé d'une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Est-ce que c'est uniquement des pathologies physiques? Est-ce qu'il va y avoir aussi des pathologies mentales comme la dépression? Et ainsi de suite. Enfin, où est-ce qu'on retrouve les corrélations avec peut-être ça comme explication? Alors du coup, on va avoir des troubles du sommeil. Donc, insomnie, syndrome du retard de phase ou d'avance de phase. On va avoir des troubles métaboliques avec, de l'obésité, du diabète de type 2 ou ce qu'on appelle le syndrome métabolique. On va avoir des maladies cardiovasculaires, donc avec de l'hypertension, des troubles de l'humeur aussi, avec de la dépression, des troubles bipolaires, de l'anxiété, un affaiblissement du système immunitaire. Il y a certains cancers aussi qui ont été corrélés, avec des dérèglements des rythmes circadiens. Par exemple, l'OMS a classé le travail posté comme probablement cancérogène et il y a plusieurs, articles, qui parlent du lien
entre les dérèglements du rythme circadien avec les cancers du sein, de la prostate et le cancer colorectal. Et on peut aussi, également avoir des troubles cognitifs. Et si jamais tu veux mettre, des sources, plus scientifiques, en référence, enfin dans ta description, il y a 2 papiers qui sont sortis sur la UK Biobank, il y a pas longtemps, je crois que c'était en 2024, et chacun étudie à la fois les impacts, du coup, physiques et mentaux des dérèglements, circadiens et de l'exposition à la lumière au mauvais moment. Et du coup, ils sont super intéressants et il y a des effets vraiment, assez impressionnants. Donc voilà, si tu veux, les sources, je te les donnerai pour les mettre en description. Bah parfait, elles seront en description, alors tu me les enverras. On mettra tout ça. Comment est-ce que aussi les rythmes viennent influencer en particulier la cognition? Donc on a vu que ça pouvait la dérégler, mais par exemple, est-ce que quelqu'un, même si quelqu'un est réglé, est-ce qu'il va y avoir des moments dans sa journée où il devrait peut-être privilégier le travail cognitif et d'autres où il devrait éviter J'avais en tête l'idée que par exemple si quelqu'un travaille tard le soir avant d'aller dormir, le fait de travailler, le fait de réfléchir va stimuler et que peut-être c'était une surstimulation de la même manière que regarder ses écrans, regarder une vidéo qui va nous exciter physiologiquement. Est-ce que du coup ça a vraiment un impact donc de réviser tard le soir pour les étudiants par exemple qui révisent jusqu'à tard le soir? Est-ce que ça va avoir une conséquence sur leur sommeil? À quel moment réviser globalement dans la journée idéalement par rapport au rythme circadien et du coup au découlement des hormones, etc. Alors, effectivement, la vigilance, l'attention, la mémoire de travail, la capacité de raisonnement et cetera, ça fluctue déjà au cours des 24 heures suivant notre rythme. Donc il y a des moments où on va être, plus efficace, et il y a des moments où on va être moins efficace. Et pour la majorité des adultes qui ont un chronotype, intermédiaire, on va dire que les performances cognitives, souvent elles culminent en fin de matinée et en début d'après-midi. Après il y a un creux pré-manger qu'on appelle postprandial et ensuite on peut, recommencer à être bien efficace. Après il y a des personnes qui sont plus tardives et donc du coup leur, période d'efficacité et ben, elle va arriver, plus tard dans l'après-midi, voire en soirée. Et du coup, c'est des gens qui vont se coucher donc, très tard donc, voilà. Et les personnes, qui sont plutôt, couche tôt, lève tôt, ça va être plutôt donc, bien le matin. Donc chacun a des pics de performance en fonction, de son chronotype. On peut mesurer encore une fois avec, Horner-Heusberg. Et du coup, effectivement, pour les étudiants qui travaillent, tard le soir juste avant de dormir, si c'est pas forcément en plus en accord avec leur chronotype et en plus s'ils travaillent sur des écrans, alors là, c'est le milkshake, le plus, perturbateur, on va dire, pour le sommeil. S'ils travaillent sur les écrans, on va avoir de la lumière bleue, donc déjà, on va désynchroniser notre horloge, on va être beaucoup plus réveillé alors qu'on veut rentrer dans une phase de sommeil juste après, c'est pas l'idéal. Et en plus, ça a un effet un peu, anxiogène où du coup, on va encore être, dans l'éveil, dans la performance. En plus, souvent, on est stressé, si on travaille tard le soir, c'est qu'il y a examen le lendemain ou qu'on est en retard sur les révisions. Il y a beaucoup de stress et donc tout ça, c'est des phénomènes ou des mécanismes qui mettent pas du tout le corps en bonnes conditions pour aller dormir paisiblement juste après. Et d'ailleurs, par expérience, personnelle, puisque c'est quelque chose que j'ai, beaucoup fait, les veilles d'examen et cetera, de travailler, jusqu'à tard et beaucoup jusqu'au dernier moment. Ça, peut-être pas le dire, mais mais voilà, ça avait un effet super anxiogène et du coup, je rêvais carrément des examens, de mes révisions, pendant la nuit et j'avais, l'effet le matin, enfin le comment dire? Le matin, j'avais l'impression que j'avais eu un mauvais sommeil parce que j'en avais rêvé, parce que ça m'avait stressée d'avoir rêvé de tous ces examens, de ces révisions et cetera. Est-ce que, bah, je suppose que oui, du coup, mais est-ce que le fait justement d'avoir un dérèglement des rythmes circadiens vient augmenter la facilité au stress, c'est-à-dire vient augmenter notre sensibilité au stress, Absolument, ouais, ouais, ouais. Plus on va être déréglé au niveau des rythmes circadiens et plus on va être en dette de sommeil, plus on va avoir du mal à réguler ses émotions, son anxiété, enfin, voilà, on a vraiment du mal et c'est un peu un cercle vicieux parce que plus du coup on est stressé, on va moins bien dormir et donc si on dort moins bien, on a de la dette de sommeil et du coup on dérégule, nos rythmes. Donc voilà, c'est vraiment le cercle vicieux, qui est compliqué, ouais. Et donc Maëlys, pour finir cet épisode, est-ce que tu aimerais rediriger les gens vers certaines ressources, peut-être vers tes travaux, vers les travaux de ton équipe ou voilà. Les travaux de mon équipe, toujours bien sûr. On fait un travail, formidable ici au CERANEL, mais plus sérieusement, comme, ressource principale, j'aurais dit le site de l'INSV, donc c'est l'Institut national du sommeil et de la vigilance
qui fait des plaquettes super sympas sur l'explication de ce que c'est que l'hygiène de sommeil, l'hygiène lumineuse, et cetera et tous les bons conseils pour, bien dormir, bien vivre et bien gérer son travail de nuit ou son travail posté également pour les gens, qui sont, impactés par ça. Ok, bah super. Bah merci beaucoup Maëlys pour ta participation au projet. Merci beaucoup à toi. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. Tu peux aussi rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Tu peux aussi t'abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. En tant qu'auditeur, je sais qu'on ne réalise pas toujours l'impact d'un abonnement ou d'une note 5 étoiles, mais crois-moi, en tant que créateur, ces petites actions sont cruciales pour améliorer le référencement et continuer à faire grandir ce projet. Si tu as des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésite pas à leur en parler ou même à le partager en story. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de participer à cette aventure. Merci pour ton soutien et ta curiosité. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.